Donc ce colloque en fait marque une nouvelle étape. Alors nouvelle étape déjà par l'articulation qu'il propose avec la thématique de l'exil, puisque jusque-là la thématique de l'exil était sous-jacente, elle était bien sûr relativement présente, mais nous ne l'avions jamais affichée aussi formellement en termes d'objet de travail et de réflexion. Ce qui nous a conduit à ça, évidemment, ce sont nos environnements. Hein. Le centre du monde se nuance, les frontières se transforment et les seuils sont convoqués bien évidemment dans leur polysémie. Ils occupent des espaces et des espaces-temps qui doivent être pris en compte dans cette évolution. Donc bien évidemment il nous a semblé évident que nous devions approfondir la réflexion en associant ces deux notions. Une nouvelle étape aussi, puisque ce colloque, par sa forme, est une création. Nous avons souhaité que ce soit une création au sens où il a une forme innovante, privilégiant l'alliance entre les sciences, l'art, la culture et la littérature. Et, nous remercions vraiment très sincèrement les poètes, notre artiste peintre et tous les artistes qui ont bien voulu s'associer à cette rencontre et nous aider. C'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, ça bouscule un peu les seuils de tolérance parfois. Comment associer effectivement les sciences, la culture, l'art, la littérature pour ensemble réfléchir sur cet objet central que nous avons voulu privilégier et donc poursuivre l'exploration de cet antre. Donc voilà. C'était d'ouvrir sur le futur, et que Jacqueline l'a dit elle-même, le futur est totalement ouvert. Et par ailleurs, comme la forme de cet objet, c'est un peu un ovni d'une certaine manière, le seuil, c'est une notion. Moi je l'avais abordé, enfin, pour revenir un peu sur l'historique, comme un philosophe, c'est-à-dire comme une notion, à travailler conceptuellement, etc. Même comme notion et comme concept, ça ouvre déjà sur des polysémies et sur des intersections, des seuils interdisciplinaires déjà très riches, au croisement des sciences humaines, de la poésie aussi, de la philosophie, de l'anthropologie, etc., de l'architecture, bref, tous les champs sont convoqués, et c'est ce qui m'a le plus intrigué, c'est l'accroche, c'est-à-dire que c'est une notion, c'est un mot, une image, qui déclenche les choses instantanément, quel que soit l'horizon d'où on vienne, la perspective de recherche, disons de travail dans laquelle on s'inscrit, ça parle. Ça parle et ça déclenche des effets, et c'est une chance d'une certaine manière d'avoir matérialisé l'antre sous l'angle justement du seuil. Alors après, l'évolution, c'est un prototype aussi du coup en termes d'intersection, disons d'interdisciplinarité, qui s'est pris au-delà du champ même de la discipline, puisque ce n'est pas uniquement des rencontres entre universitaires, entre chercheurs de domaines constitués, mais c'est des pratiques culturelles très diverses, d'horizons culturels très divers, géographiquement très divers aussi, et évidemment c'était absolument pas gagné. Et alors, pour être bref, parce que l'essentiel a été dit, je dirais simplement que le prototype évolue, et là on est à une phase qui est une forme un peu plus risquée, on s'avance un peu plus dans cette forme ouverte et en évolution. Parmi les, pour parler un peu à jargon administratif, les deliverables, c'est-à-dire les résultats que l'on peut escompter, il y a déjà un qui est en cours d'élaboration, déjà, puisque c'est une forme ouverte qui se nourrit d'elle-même, puisqu'un film est en train d'être réalisé au moment où on parle, par Olivier Val, qui est au fond de la salle, et pour lequel d'ailleurs vous êtes censé donner votre accord à un
droit à l'image. Voilà, et Dragos également, qui est en train de filmer au premier rang. Donc voilà, donc, pour l'essentiel, il y aura sans doute des publications en ligne, et il y aura donc l'évolution de l'exposition, puisqu'il y a une exposition grâce à la générosité de Dada, qui a accepté de faire cette magnifique exposition, qu'on oubliera tout à l'heure, et évidemment de la musique et de la poésie, qui va être omniprésente tout au long de ce cours. Voilà, donc je déclare, d'accord, nos échanges, nos travaux ouverts. Merci à tous. Du mouvement dans l'azur ou l'asphalte, les volcans ou les glaces, le moindre geste a semé des étoiles sur la terre. Qui ne sent la cavalcade, le carnaval, la migration des corps et des pierres? Le moindre écart a jeté des outrages au ciel. Qui n'accueille les chaos, les blasphèmes, les caresses et les traces? Le moindre pas a levé d'autres horizons. Qui ne vit d'alerte, de temps anéantis, de souffles brûlants et d'ombre? Tout est dépense, tout est désert, au grand miroir de nos mains vides. Que chacun reste chez soi. Les Maoris au Groenland, les Basques en Éthiopie, les Peaux-Rouges en Nouvelle-Guinée, les Picards à Samos, les Esquimaux à Bratislava, les Papous en Wallonie, les Celtes en Sibérie, les Kalmouks en Provence. Ce credo de Louis Skutner, qui nous a si souvent réjouis, voit sa tonique dérision entrer en résonance avec les plus aveugles frayeurs, les plus sinistres résurgences, les plus sanglants mots d'ordre. Le règne du Père Ubu s'est visiblement installé n'importe où, et pas seulement en Pologne. On a ressorti les vieux étendards, réchauffé à la fois les cendres des ancêtres et les haines fossiles. On entend qu'anathème ou menace, vocifération de barbus, aboiements de miliciens. Les marchands empochent et se taisent, les nantis soupirent et se terrent. Les États déroulent leurs barbelés. L'heure est à la résurrection des précarés patriotiques, à l'expertise ethnique, à l'embrigadement du ciel. On multiplie ce qui entrave, on exalte ce qui interdit, on sacralise ce qui rétrécit l'horizon et les rêves. Enrique Discepolo, le grand poète du tango argentin, l'avait d'emblée pressenti. Le XXe siècle est un dépôt d'ordures. Il aurait pu dire le XXIe aussi. Ordures dans les têtes, les cœurs et en tout lieu. Ordures à visage humain, ordures actives ou passives, ordures à prix d'or qu'on baptise décharge nucléaire, marina, parc de loisirs ou cimetière d'avions. L'air sans le soufre, l'époque livrée aux normes de consommation suit la dérive programmée des consciences. Ils ne vivent plus guère que des âmes mortes. L'océan crache des l'azout, des pesticides, des détonateurs. Nul n'échappe à cette misérable folie. Le spectacle anesthésie les refuges, le désir est piégé, la révolte dérisoire, meurtrie. L'ombre de Zapata passe sur nous comme un superbe soleil qui sera piétiné. Comment passe un poème au plus près des jours et des nuits, des clameurs, des émeutes, des amours, des souffrances ou des deuils? Comment, pour qui n'apparente pas le chant au songe ni le souffle au soupir? Comment, pour qui n'entend pas se dessaisir d'un surcroît de ferveur, de fureur, de risque? Les mots sont des provisions de bouche qui affament, agacent, jettent sur les routes. Des aliments qui ne se digèrent pas. Ils ont à l'occasion pouvoir de boussole qui reste sur l'estomac, tant qu'on ne les rend pas aux muscles de la langue, tant qu'on ne les accorde pas aux signes, au mystère, tant qu'on ne les voue pas au péril le plus pur. Qu'importe le verbe, la parole, l'écriture, s'il y a merveille incarnée, trame de son et de sens, jubilation qui fait ensemble agir et non agir. L'absolu est une révolte qui jamais ne renie ses prodiges. L'infini, une caresse foudroyante sur la peau.
Il est des phrases embarcadères, des noms aimantés, des chansons qui d'avance larguent nos amarres. Comment ne pas perdre le contact avec cette chance qui nous perd et fait de nous des survivants féroces? D'abord, en refusant d'être son propre copiste, en changeant d'allant et d'allure, en n'opérant aucun repli tactique sur des pages allouées, garanties, balisées. Au-delà des preuves ou des traces, le poète n'a pas à fournir à la demande, même pas à la sienne, mais à se donner corps et âme dans les mots, corps et âme hors des mots. Son énergie tient du coup de foudre, sa conscience éclaire un fol abîme. Il est présent farouche, insouciance neuve, gaieté tragique, ou alors il n'est pas. Sa ligne d'horizon n'est pas ligne de fuite, juste une brèche au ras des toits, une clairière où danser. Et je crie que je voudrais tourner là-haut comme un derviche qui troue la terre jusqu'au cœur. Et je m'acharne à mettre en lumière un poème pareil à un pays sans fin. J'avoue que je ne suis qu'autant que je m'évade. Venons-en aux messagers et à la muraille de Chine. Étrange fascination de Kafka pour un monde, un empire qu'il n'avait jamais vu, puisqu'il n'a jamais mis les pieds en Chine. Il est à peine sorti d'ailleurs d'Europe et de l'Orient le plus proche, du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Étrange fascination que nous avons, nous, lecteurs, à la lecture de ces 15 pages sur la muraille de Chine. Abordons le texte à son seuil, en son seuil, et c'est donc un architecte de second plan que Kafka met en jeu. Il était impossible, je cite Kafka, il était impensable de les laisser ensemble bloc de pierre contre bloc de pierre durant des mois ou même durant des années. L'absence complète de perspective liée à un travail aussi soutenu que même une longue existence humaine n'aurait permis de conduire à son terme, les aurait désespérés. Comme dit Jean-Pierre Lefebvre, qui dirige cette édition de la Pléiade, il y a un nouvel élément capital dans ce texte de Kafka, le paradigme général de la séparation qui inspire le récit et lui donne une puissance d'extension considérable, proprement exemplaire du génie poétique de Kafka. Le texte de Kafka continue, ajoute-t-il, s'il résiste aux lectures herméneutiques spécialisées tout en profitant d'elles, c'est en raison de leur disjonction. Poursuite avec beaucoup de finesse, Lefebvre, l'entrelac de lectures possibles, comme tout grand texte, rend fascinant à plusieurs niveaux le récit qui renforce aussi le caractère exotique, mais sans aucun doute exogène du récit dans lequel on retrouve certaines peurs dues à la chute de l'Empire austro-hongrois. Mais revenons directement à la muraille de Chine. Son temps par le fait qu'en Chine, l'empereur était tenu comptable des tremblements de terre. Le narrateur est ici donc cet architecte secondaire qui est, voici ce que Kafka dit un peu plus loin dans son texte, ce n'est pas parce que cela pourrait te nuire qu'il faut que tu renonces à réfléchir davantage. Il n'est d'ailleurs pas du tout certain que cela puisse te nuire. Parler de nocivité ou d'innocuité n'a en l'espèce aucune importance. Il en ira de toi comme du fleuve du printemps. Nous autres Chinois possédons certaines institutions populaires et étatiques dont le fonctionnement est d'une remarquable clarté, tandis que celui de certaines autres demeure totalement obscur. C'est au milieu donc de ce texte étonnant, avec plein de ramifications, que l'on trouve cette page ennemie qui s'appelle « Un message impérial ». Vous connaissez tous l'histoire. L'empereur, sur son lit de mort, appelle son messager le plus proche en lui demandant d'aller porter au fin fond de la Chine à un paysan inconnu un message qui s'appelle le message impérial. Le poète et écrivain et romancier et tout ce que l'on veut, survivant de la Shoah et
qui s'appelait Elie Wiesel, que j'ai beaucoup connu et apprécié et aimé, disait que le personnage le plus tragique de Kafka, ce n'était pas Joseph K, c'était pas K, ce n'était pas non plus, par exemple, l'homme de la campagne devant la loi. On peut d'ailleurs tout à fait discuter de ça, mais peu importe. Pour Wiesel, le personnage le plus tragique de Kafka, je lis là le texte de Wiesel, c'est celui qui n'arrive pas à délivrer son message. En relisant le texte, je me suis dit, c'est toujours Elie Wiesel qui parle, qui est mort maintenant en 2016, il y a 3 ans, il y a quand même quelque chose de pire. Ce qui est pire, c'est que le messager oublie à qui il doit remettre le message. J'ai relu le récit une 3e fois et je me suis reposé la question, mais qu'est-ce qui est pire? C'est que le messager oublie le message. Est-ce tout? Non, ce n'est pas tout. C'est quand le messager oublie qu'il porte un message. Est-ce la fin? Non. La fin, c'est lorsque le messager oublie de qui il porte le message. Quelques années plus tard, Wiesel revenait sur Kafka et sur le messager impérial, et il ajoutait une 6e lecture aux 5 précédentes, qui était « c'est quand le message n'est pas reçu ». Alors chacun d'entre nous, on peut se poser la question, est-ce que c'est la fin? Eh bien non, ce n'est pas la fin. Il y a une 7e et sans doute une 8e interprétation. Et pour moi, la 7e, c'est quand le message est dévoyé, et on le voit là avec tous ces pays et toute cette guerre qui se passe en Turquie, c'est quand le révisionnisme devient pratiquement religion d'État et quand on nie la vérité du témoin. C'est l'une des choses, c'est l'échec même de ce que doit faire et du rôle même du messager. L'idée force de Kafka est en tout cas l'incommunicabilité entre l'empereur et ses sujets, mais cette question est-elle dépassée dans la Chine actuelle, comme dans tous les États totalitaires, sous toutes les dictatures? Maintenant, je voudrais aborder, il me reste combien? 5 minutes? 6, 7? Je voudrais aborder, dans ces 7 minutes, un autre texte qui me semble tout à fait au seuil de notre propos et qui est particulièrement éclairant, que vous connaissez aussi certainement tous, et qui est le cavalier du sceau, der Kübelreiter dont je parlais tout à l'heure. C'est un pauvre homme qui est chez lui en plein hiver, à Prague, et son seau à charbon est vide. Le ciel, dit le texte de Kafka, est un bouclier d'argent qui s'oppose à toutes les prières, comme le traduisait un poète dans les années 50, Alexandre Vialat. Il me faut du charbon, il n'est tout de même pas question que je meure de froid. Derrière moi le poêle impitoyable et devant moi le ciel tout autant. D'ailleurs que nous avons tous en nous, d'une manière ou d'une autre. On lui demandait cette question tout à fait bateau et un peu imbécile, même si c'est une grande journaliste des années 70, Françoise Verny, qui la lui posait, « Qu'est-ce qu'être juif pour vous ?» Et Lévinas répondait, « Dans le judaïsme, on ne commence pas par dire ce qu'est Dieu, mais comment doit faire l'homme pour que ce mot ait un sens. » Et, on a voulu travailler au-delà de ce qu'on fait d'habitude. On a voulu explorer donc, la musique afro-cubaine pour une simple raison. C'est que quand les esclaves ont été déportés, certains aux États-Unis, en Amérique, d'autres dans les Caraïbes, à Cuba, on rencontrait donc les peuples pionniers, mais aussi les Européens. Et ça a donné la musique cubaine, tout le monde ici sait danser, non? Parce que ça c'est fait pour danser, il y a de la place pour danser. Et alors, en 1958,
Il y a des mouvements de libération nationale partout contre le colonialisme français. Et De Gaulle s'est dit, mais si je laisse comme ça, les Africains, peut-être un jour vont se rebeller. Donc il propose la communauté française, vous êtes indépendant, mais vous êtes avec nous. Il y a un seul pays, c'est Couturier, c'est la Guinée qui refuse. Et lui se tourne vers les Russes et les Cubains. Et les Cubains, quand ils arrivent à la musique. Et c'est pourquoi toute l'Afrique de l'Ouest a été inondée par cette influence de la musique cubaine. Et la musique dépasse les C, vous savez. Donc là, voilà, c'est un peu notre histoire. Et dans la composition du groupe aussi, dans sa pluriculturalité, son appartenance, on a des gens qui viennent d'Afrique, des Caraïbes. Voilà, et c'est un projet musical qui nous est commun et que nous essayons de travailler. Donc on va proposer 1 heure de concert avec des compositions à nous et ensuite des interprétations de certains standards de la musique cubaine que vous connaissez et puis des morceaux voilà, du continent africain, notamment Cap-Vert, Cameroun. Voilà. Ça vous va comme ça? Merci beaucoup. Como muchos otros españoles y europeos, huyó primero de la Guerra Civil Española y luego de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, en 1941 se embarcó en Casablanca rumbo a México. Y así nos relata aquel viaje en barco cruzando el océano. Una vez que me vi embarcada, respiré. Como el barco llevaba unos 4 veces más viajeros de los que cabían normalmente, nos aglomeraron en las bodegas. ¿Para qué os voy a contar lo que es estar en una bodega con otras 100 personas y con unas temperaturas tropicales, sin contar el mareo? Yo no lo pude aguantar y agarré mi colchoneta y me subí a la cubierta, donde hice todo el viaje. Llegué a Veracruz, en Los Huesos, y de allí trepé a esa Ciudad de México. Como ella misma recordará, llegué a México buscando la paz que no había encontrado, ni en España, la de la Revolución, ni en Europa, la de la terrible contienda. Para mí, dice, era imposible pintar entre tanta inquietud. En su obra pictórica, sin embargo, no encontramos ninguna referencia explícita al exilio. Escribía:
soy más de México que de ninguna otra parte. Conozco poco España, era yo muy joven cuando viví en ella. Luego vinieron los años del aprendizaje, de asimilación en París, después la guerra. Es en México donde me he sentido acogida y segura. Bueno, precisamente en México, en contacto con el grupo de exiliados españoles republicanos, ella realizó gran parte de sus obras. Hay que señalar que tanto Varo como muchos otros exiliados españoles consideraban su estancia en México como un refugio temporal. Imaginaban que iban a volver a España porque creían que con el fin de la Segunda Guerra Mundial iba a caer también Francisco Franco. Sabemos que no fue así porque Franco murió en 1975 y en su cama. Por ello, más que integrarse en los círculos intelectuales del país de acogida de México, en un primer momento esos exiliados procuraban la convivencia con los europeos, con los que compartían un pasado común y con los que formaban un grupo muy cercano y solidario. En esas dos imágenes la veis cortándose el pelo con su primer marido, Gerardo Lizárraga, y la segunda foto, una foto del grupo de exiliados europeos en México, y entre las figuras a destacar, yo diría que es la figura central, que está en primer plano, y es Leonora Carrington. Es una pintora surrealista que fue una de las mejores amigas y colaboradoras artísticas de Remedios Varo. La consagración de Remedios Varo llegó solo en 1955, tras una década de trabajos diferentes. Por ejemplo, la decoración de muebles o la creación de carteles publicitarios para la farmacéutica Bayer. Ese es un cartel para un medicamento, por ejemplo, contra el insomnio. En 1955 es su primera exposición y ella consigue vender todos los trabajos que había presentado. Conocida es la faceta pictórica de Remedios Varo, pero menos conocida es su vertiente como escritora. Cartas, textos, reflexiones que yo creo ofrecen un material de gran interés para la comprensión de su imaginario y de sus propuestas. Saltando una parte, quiero mencionar al final de la página que hay un elemento clave para acercarnos a la obra de Remedios Varo y es la existencia de constructos creativos formados por fotografías de las obras del artista y notas escritas al reverso de la propia fotografía por el artista. Eran constructos que Varo enviaba a su hermano Rodrigo para presentarle sus trabajos y darles explicaciones. Y es precisamente a esos constructos creativos que haré referencia a lo largo de mi ponencia. Bueno, pese a que Remedios Varo afirmara que no le interesaba hablar de su vida porque creía que lo importante es la obra de un artista, no podemos dejar de apuntar que en muchos de sus cuadros es posible reconocer en los personajes rasgos y facciones de la propia artista. Pelo largo y rojizo, ojos grandes, nariz afilada. La obra de Remedios Varo es una obra hondamente autobiográfica. En 2016, on était partis 5 musiciens avec Jordi Savall à Calais, dans le camp de réfugiés. On a donné un concert et en fait, quand on entre dans les camps de réfugiés, nous sommes dans un autre monde. On ne sent pas que nous sommes en Europe. Et on a échangé avec ces musiciens, on a donné un concert d'1 heure et après il y a un musicien afghan qui est participé avec nous. Et on a aussi, l'après-midi, on a présenté un concert dans la ville de Calais pour en fait permettre de peut-être casser cette tension entre les habitants de Calais et les réfugiés qui habitent dans ce camp. Et
aussi en juin 2016, nous sommes partis dans un camp de 20 minutes de Thessalonique, où il y a, la majorité étaient des enfants. On a donné un concert de 1 heure, mais aussi échanger avec les enfants. Donc c'était un moment difficile et touchant pour nous. Et, je dis à Jordi comment on peut faire ce travail et comment on peut jouer pour eux et qu'ils habitent dans des conditions qu'il n'y a pas de... Ils ne peuvent pas sortir de ce camp. Il y a des conditions difficiles à vivre. Il faisait très très chaud. Et donc on a quand même donné 1 heure de bonheur, de partager avec, de jouer la musique et les enfants. On a dansé avec les enfants et on était les premières d'entrer dans ce camp, de son camp et de faire cette activité. Et de ça, d'ici après 2 visites, que Jordi a décidé de lancer un projet que nous, le musicien, on peut faire quelque chose. On ne peut pas faire tout, mais on peut faire quand même quelque chose pour aider au moins les musiciens que j'ai émigré, qui se trouvent en Europe, de trouver leur chemin. Parce que pour des musiciens, dans ce projet, il y a des musiciens qui sont connus dans leur pays, mais comment pour eux de démarrer de zéro, c'était très difficile, sans les guides. Comment on peut présenter notre propre musique, par exemple la musique arabe où il y a les paroles en arabe, comment on peut présenter ça au public qui ne parle pas la langue. Et parfois, le musicien ou le chanteur qui chante, s'il ne voit pas que le public réagisse avec lui quand on chante en arabe, qu'il y a la langue arabe, c'est la langue de la poésie. Et donc, s'il ne voit pas cette réponse du public, elle peut dire que peut-être elle chante pas très bien, elle joue pas très bien. Donc, il y a des petites codes qu'on a senti avec Jordi de le faire pour donner les outils qu'il faut pour un musicien qui se trouve dans d'autres cultures qui est le sien. Donc, et je me permets de reprendre 2-3 éléments qui, à mon avis, ont pu être des sortes de potentiels de continuité, discontinuité entre les interventions de ce matin. Opération très complexe, j'avoue. Du coup, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir et peut-être même m'aider à tisser ensemble les fils de cet échange. Paradoxe absurde entre être, ne pas être, ici et de nulle part, ici et l'ailleurs. Il y a énormément d'éléments. Je commence par une petite réflexion en partant de l'intervention de M. de Saint-Chéron qui, à mon avis, peut être une sorte de porte, parce que c'est sur la porte que je vais m'appuyer pour les interventions suivantes. Finalement, dans votre travail sur ces textes de Kafka, nous avons l'impression qu'il y a des seuils qui ne sont jamais cités, ne sont jamais manifestes en tant que tels, mais qui envoient à 2 possibilités, entre guillemets. Pourquoi j'ai dit possibilité? La muraille, c'était dans votre présentation, s'affiche surtout comme un élément de séparation dans le texte de Kafka. Et de ce côté ou de l'autre, il n'y a pas de porte. Après, il y avait un petit moment où vous essayez de reprendre, je pense par ces mots, le fait que pierre par pierre, cet élément de séparation ne peut jamais être compris dans la vie, dans une biographie, dans la possibilité d'une vie d'une personne. Et nous savons très bien que la muraille a été édifiée par beaucoup de familles impériales.
Elle est le résultat de génération et génération et génération de travaux. Et par contre, ce travail continu qui dépasse l'expérience biographique individuelle, elle est dans la prolongation du temps. Du coup, un espace qui est dans la séparation totale est en même temps un effort, une action qui est dans la rupture de la séparation temporelle. Mais il y a des portes après, qui sont celles du texte devant la loi, où on demande d'ouvrir une porte. Et il y a une porte qui est celle du charbonnier aussi. Et ces portes sont l'expression d'un seuil de l'action. Du coup, j'interprète aussi dans votre effort de relier aussi ces ouvrages à des actions, on peut dire un peu héroïques ou épiques, de certaines figures chinoises que vous avez mentionnées, une interprétation du seuil de l'action. Et je me demande si cette ouverture de porte qui ne se fait pas, ou sur laquelle on hésite, on passe du temps, ne sont pas un peu des nouveaux images réelles d'un seuil de l'agir chez Kafka qui est très souvent paradoxal. Et on revient du coup à cette idée du paradoxe. Et du coup, il y a des attentes qui sont en permanence, et je pense au château, ou des événements qui s'attendent en permanence, comme le procès, dans les ouvrages les plus classiques que vous avez même pas eu la nécessité de mentionner, bien évidemment. Je reprends d'abord la question sur les herbes folles qui concernent le style de la calligraphie cursive. Et en effet, donc, sont aussi des questions similaires qui ont inspiré par exemple Deleuze et Guattari dans les 1000 bladeaux, quand ils ont cité par exemple cet exemple d'herbe folle justement chez Henri Miller. Et donc, en quelque sorte, c'était justement comme image de lignes de fuite, bien sûr, aux lignes d'air, mais justement, la question très complexe et profonde, c'est justement concernant, je dirais, d'un côté, la déréalisation et comme revendication, et de l'autre côté, dans ce contexte, par exemple, l'invention de nouvelles cartographies, et justement dans quel sens et comment. Et donc je crois que si j'ai donné l'exemple chez le maître taoïste Zhuangzi sur l'origine paradoxale, en effet, pour moi ce qui est significatif, c'est pas en effet ce que à l'encontre de l'ondologie, enfin bien sûr c'est important aussi, mais pour montrer que c'était comment poser l'origine du monde, mais on ne peut pas s'arrêter là. Donc ça veut dire que ce qui importe, c'est surtout aussi comment entrer dans le processus vital à créer, réinventer de nouvelles formes. Là, ça pourrait faire sens. Donc, je pense en effet d'abord aussi à une interrogation que Guattari a posée dans les années 70 sur les différents degrés de détériorisation que je trouve toujours significatif à notre époque, devenu encore beaucoup plus complexe, avec des problèmes beaucoup plus complexes, globaux aussi. Des conflits de civilisation, etc. Donc là, je crois qu'il avait posé la question justement sur les limites de détériorisation.
Il problema è che l'esterno del mondo di Remedios Varo è il mondo fuori è un mondo inospitale. Okay, le problème c'est que le monde externe pour Remedios Varo est un monde inhospitalier, est un monde avverse. Inospitalier. E per questo i personaggi si proteggono, no? E costruiscono roulotte o case. D'accord. Et c'est pour cela que les personnages se protègent et construisent des structures de roulotte de maison. E il problema è che non solo il mondo esterno è inospitale, ma anche il mondo interno. Et le monde intérieur aussi. E hai fatto menzione alla presenza delle porte, no? E Simmel diceva che una delle differenze tra la porta e la finestra è che la porta permette di transitare la soglia in un senso o nell'altro, non è un qualcosa di fisso, di chiuso, no? À sortir de cette musique récitative pour faire l'improvisation. Et c'est souvent les mettre même en difficulté, et donc ça va demander un travail très important pour qu'ils puissent justement rentrer dans ce que vous appelez le dialogue et la résonance. Et donc ce qui se fait souvent d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit à la fin, c'est que finalement on va créer autre chose. C'est-à-dire la difficulté de sortir de son seuil nous amène à élaborer d'autres modalités qui ne sont pas ma musique ou ta musique, mais non, une autre musique à partir de ce que les uns et les autres donnent. Je trouve que cet exemple-là de l'interculturalité en musique, elle est vraiment permanente dans la permanence des migrations, et particulièrement dans le champ artistique, qui est le champ par excellence de la subjectivité et de la singularité. Voilà. Il pourrait être aussi une vision tibétaine et une vision très occidentale. En fait, Madame Jiang a cité 1000 plateaux de Deleuze-Guattari, et dans 1000 plateaux, c'est un ouvrage qui est fondamental, hein. Il y a vraiment la vision d'une pensée rhizome. Vous savez ce que c'est qu'un rhizome? Un rhizome, c'est une plante qui a des racines horizontales. Et le rhizome est à l'opposé de l'arbre, et c'est toute la symbolique de la pensée de Deleuze. L'arbre, il est vertical, ça part des branches jusqu'aux racines, et dans cette verticalité, il y a une notion politique et hiérarchique. L'arbre, c'est l'arborescence dans toutes les sociétés pour démontrer la hiérarchie d'une société, on utilise l'arbre. Le rhizome, c'est le contraire de l'arbre, c'est l'horizontalité, et Deleuze en fait vraiment un schéma plus démocratique. Entre les colonnes de l'univers s'amassent désormais les chroniques d'étoiles aveugles, des ballons de nuages, des nuits pleines de manteaux de réfugiés, un ciel pour l'enfant dans le camp où germera l'alphabet. على دمشق أن تهرب المساء والبذرة المضيئة في رشفة الطين بين عواميد الكون نجوم عمياء صرر غيم والليالي مليئة بمعاطف اللاجئين سماء لطفل في المخيم تبذر الأبجدية. Passage d'une nébuleuse, chute de la lumière minérale des villes. Ô veilleur des étoiles, je n'ai pas émigré. J'ai laissé derrière moi la blessure du récit et derrière mon ombre les doigts brisés de l'enfant révolté. Dans le métal de la nuit, l'odeur de la poudre et le souffle de ma mère ont envahi ma bouche. Ne me fuis pas, veilleur. J'ai dans ma poche une vie poignardée, et dans la tête l'image de la mort des miens, ainsi qu'une enfance en contrebande dans les miroirs. Mes instants sont comme ce livre blanc au fond d'un sac d'une mémoire trouée.
Le livre intitulé D'un seul à l'autre, je l'ai parcouru verticalement, horizontalement, et croyez-moi, je découvre une mine, une richesse d'informations, de définitions sur des terminologies, surtout que l'approche pluridisciplinaire qui a été adoptée par les auteurs de cet ouvrage m'a permis un peu de comprendre et de discuter, de construire intellectuellement sur les interactions entre seuil et exil. Pour avoir été consultant de l'Organisation internationale pour les migrations, en jetant un coup d'œil sur les mots-clés de la migration, le mot exil n'existe pas. Apporter une petite rectification sur le programme. En effet, je suis présenté comme spécialiste des villes d'Afrique. C'est certainement un grand honneur que l'on me fait, mais ce n'est pas tout à fait le cas et cela risquerait peut-être de vexer les vrais spécialistes. En étant professeur juste associé en architecture à l'université Hope Nouvelle de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, j'ai uniquement une petite expérience de quelques villes et j'essaie à travers cette écoute de participer à un échange sur ce qui pourrait être la ville des Afriques et non pas les villes africaines. Sans vouloir vraiment théoriser complètement sur ce sujet, pris d'assaut actuellement par des intérêts économiques autour des smart cities, des villes durables africaines, qui sont des images, des schémas de la ville occidentale imposés avec sa géométrie euclidienne, faite de repères et de signes vraiment codifiés. J'évoquerai donc juste la reconnaissance de la grande urbanité de cette ville des Afriques, secrète certainement, informelle, que l'on croise en permanence sur la totalité du territoire, et ce, du village à la ville. Urbanité si caractéristique des Africains, qui par leur présence seule font le paysage et le territoire. Et aujourd'hui... Le Liban, État du Moyen-Orient, est une interface entre l'Europe occidentale et le monde arabe, un seuil qui relie et sépare deux espaces d'une nature différente. Ainsi, de par sa diversité géographique, culturelle et sociale, le Liban est un carrefour. Dans un environnement à 83% désertique, les cimes enneigées de la montagne libanaise et ses cascades ont représenté depuis la plus haute antiquité une invitation à entrer et à s'y réfugier. Cette configuration géographique a fait du Liban le point de rencontre de toutes les lignes de faille qui parcourent le Moyen-Orient au point d'être devenu, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, la caisse de résonance de tous les conflits régionaux et le seuil géographique de l'accueil. Les Arméniens, les Kurdes, Palestiniens, Égyptiens et plus récemment les Irakiens et les Syriens ont franchi le seuil d'une frontière en ayant fait le deuil de tout ce qu'ils ont laissé derrière eux et ont choisi ou pas le Liban comme terre d'accueil ou d'exil. La maison, quand on s'intéresse à ces populations, est pensée comme un véritable seuil et aussi une symbolique autour de ce qui est de l'ordre du féminin et ce qui est de l'ordre du masculin. La maison, c'est un peu pensé comme le lieu de la femme, le lieu de la famille. L'espace public, c'est celui de l'homme, du masculin. Alors moi, à travers mon enquête, je ne remets pas totalement en question ces frontières, ces seuils qui sont définis, mais quand même, je me rends compte que ces seuils, ils sont quand même dépassés, ils sont mobiles et ils ne sont pas aussi fermés et strictement définis comme la maison c'est la femme, l'extérieur c'est l'homme. D'autant plus dans des sociétés rurales où les femmes ont été obligées d'aller dans les champs, et les champs bien sûr, c'est pas dans la maison. Donc en fait elles en sortent culturellement et depuis longtemps. C'est pas des nouveautés ou des évolutions amenées par l'Occident ou la migration. Au printemps 2016, comme vous l'indiquez Wael Boissoun ce matin, Jordi Savall est allé dans la jungle de Calais, il était allé également à Thessalonique et il s'est rendu compte que des musiciens étaient aussi parmi les réfugiés. Et parallèlement, l'Union européenne lançait un appel à projet sur l'accueil des musiciens réfugiés. Donc dans le cadre de la résidence, nous avons monté un dossier qui a franchi toutes les étapes, puisqu'il y a eu 300 dossiers présentés pratiquement, 12 ont été retenus et un seul en France, Orpheus 21.
Ce projet donc, a pour but de favoriser l'intégration des musiciens réfugiés, des musiciens professionnels réfugiés en Europe, et aussi de sauvegarder et de transmettre leur patrimoine, puisque ce sont des musiciens de tradition orale. À travers la question de l'expérience des personnes qui se déplacent, qui passent des seuils, qui migrent ou qui s'exilent. Donc la question du biographique, peut-être du tu. Hein, on a des paroles, des interventions qui relatent un je, une voix intérieure, une voix personnelle. Et on a aussi des interventions où on parle de il, elle. Mais l'autre, l'altérité, je ne sais pas si ce mot a été l'étranger, que l'on accueille comme un interlocuteur, comme un tu. Hein. Comment lui fait-on une place? Dans la biographie, on passe son temps, quand on recueille des expériences biographiques, on recueille en permanence des rencontres. C'est la question de la rencontre de l'autre. Institutions qui sont celles qui se placent quelque part dans ces seuils. Alors, enfin, je me pose la question de la place de cette espèce de bloc institutionnel qui a tous ces financements énormes de l'Union européenne pour faire un projet comme Orpheus. Et dans tout ça, il y a Jordi Savall, qui est un nom, mais dans tout ce temps, on n'a pas entendu les noms des musiciens. Et puis, ça me fait juste penser au poème avant avec le poète syrien, qui à un moment donné parle du soldat sans visage, enfin son nom. Et tout d'un coup, enfin, il y a cette... Quelle est la place de cette bloc institutionnel, cette pierre? On parle de loin aussi. Enfin, tout à l'heure, j'ai fait juste référence à vos questions tout à l'heure de quelle est la place du jeu ou du moi ou du tu dans cette partie de la discussion autour du seuil. J'ai l'impression que cette résistance qui est en train de se développer ici sur ce seuil institutionnel a quelque chose à faire avec plus une image, une figure de ce seuil sur comment des actions et des comportements sont normatifs et légitimes en tant que tels. On n'a plus besoin de les questionner. Voilà, c'était ça une autre explication, cette conceptualisation des institutions. Une fois que ces comportements deviennent des institutions, on ne se demande plus pourquoi. En marge de ce qui a été dit tout à l'heure, je ne résiste pas parce qu'on est à la maison Henry Schein pour citer, et qu'on a beaucoup parlé de musique, de vous citer une lettre qu'elle écrit Henry Schein en 1838. C'est une étrange chose que la musique.
Je dirais volontiers qu'elle est un miracle. Elle est entre la pensée et le phénomène. Comme une médiatrice crépusculaire, elle plane entre l'esprit et la matière, apparentée à tous deux, et pourtant différente de tous deux. Elle est esprit, mais esprit qui a besoin de la mesure du temps. Elle est matière, mais matière qui peut se passer de l'espace. Alors, voici un extrait de ce recueil qui s'intitule Calcul de la poussière, qui est paru aux ateliers du Grand Tétra. Et je vais juste l'introduire un petit peu, ce texte qui s'intitule De la joie errante. Vraiment d'ouvrir cette exposition, cette inauguration de l'exposition de Landan, dont le titre est Espace Errance. Alors je vais essayer simplement d'être bref et de dire comment je vois ces peintures, puisque vous êtes invité effectivement à les regarder, et essayer de dire également dans quelle mesure cette exposition est une autre manière de poursuivre ce que nous avons essayé de dire dans ce colloque. Et on va croiser quelques éléments que nous avons déjà rencontrés à plusieurs reprises dans les différentes interventions de ce matin et de cet après-midi. Espace. Je vois très sincèrement les corps organisateurs du colloque suivi de mon exposition. Donc Jacqueline et Carlos. Donc, Jacqueline qui représente l'expertise Erasmus, elle dirige, et Carlos représente ici le Collège international de philosophie. J'ai préparé un petit texte, mais finalement j'ai pensé à le délaisser, puisque ce matin, à l'occasion du colloque, j'ai déjà fait une intervention. Je ne pense pas vous ennuyer plus davantage là. Mais je voudrais en effet surtout partager quelques idées pour répondre aussi à ce qu'on a dit ce matin dans nos discussions. Donc j'ai touché par exemple dans mon intervention, pour ceux qui sont absents ce matin, à la question très paradoxale entre deux postures apparemment contradictoires. Donc l'une c'est l'errance et l'autre c'est habiter, ou comment trouver la nouvelle organisation. Et justement, nous avons en effet mené presque un débat ardent, passionnant sur cette question de la nouvelle cartographie. Donc, la cartographie a inventé. Etc. Mais j'ai suivi la démarche de Landan depuis le début, la démarche de création qui s'est débattue avec une recherche tout à fait authentique, je dirais une recherche existentielle. C'est une expérience. Ces tableaux invitent quelque part à une méditation. Et je trouve qu'ils se sont enrichis au fil du temps, dans la mesure où ce que je vois, c'est à la fois des nouvelles formes, des formes circulaires, et des nouvelles couleurs. Toute une palette de couleurs qui n'était pas là auparavant. Donc je vois qu'il y a de plus en plus une démarche de coloriste qui est intégrée un peu dans sa peinture. Et il y a certaines peintures, je ne sais pas pourquoi, qui font penser à des espèces de fonds marins. J'ai l'impression des fois de voir pas nécessairement des paysages sur Terre, mais qu'on pourrait voir à 5000 mètres de profondeur, quoi. Un peu dans l'eau. On a cette impression un peu incertaine, justement, sur la réalité ou alors une réalité sous-marine. Et si nous parlions des lignes et des cartes et des bornes qui habitent nos vies, ondulant au gré du vent de nos peurs et désirs, des lignes et des cartes et des bornes
qui ballottent nos corps au rythme de nos souffrances, au rythme de nos douces jouissances. Les lignes et les cartes et des bornes qui hantent nos esprits à la frontière de l'ombre et de la lumière. Et si les lignes nous invitaient à lire entre les lignes, et si les cartes nous écartaient des chemins tracés, et si les bornes nous indiquaient simplement le quai embarcadère vers la traversière. Éblouie par l'éclat du mirage, elle passe au-delà du bornage. Sourde à l'appel de l'équipage, elle parvient à l'autre rivage, aux portes de verts pâturages, parce que la frontière interdite ne voit pas l'aveugle qui la traverse. Merci beaucoup. Essayez d'imaginer les sons que produit ce portail quand il s'ouvre. C'est ce que fait le personnage des très beaux romans bulgares, qui est un carrefour existentiel. Et étant à ce carrefour existentiel, il se rappelle de seuils. Le premier est ce portail dont, d'après les bruits qu'il faisait, il arrivait à prévoir le temps, le partager avec tout son village. Et le second, c'est l'escalier devant sa maison où, le soir, il était assis et ses deux chèvres venaient lui lécher les joues, et il se rappelle en fait de ces deux seuils, pas la maison, pas l'intérieur, mais ces deux entre deux, au moment existentiel auquel il est. Un groupe humain est primordialement configuré par les relations qu'il entretient dans et par l'espace. Temps-espace, comme Juderia, je prononce plus ou moins à la judéo-espagnole, il n'y a pas de rota, ghetto, sont des problèmes conceptuels. J'ai un peu modifié mon titre initial par rapport à celui que vous avez sur l'annonce du colloque, pour insister sur une approche comparative entre façades, disons, orientales dans le monde méditerranéen et italiennes dans les régions où est né le ghetto. En mobilisant la notion de seuil, je voudrais l'opposer à celle de borne et de ghetto à partir d'une description de la forme de la ville, et d'abord en milieu moyen-oriental, méditerranéen et séfarade. Toute ville, pour reprendre un modèle présenté dans un précédent colloque, est un seuil dans l'espace, un janus, donc repère à la fois purement spatial et temporel. La ville garde les portes et les routes, dont celle des migrations et de l'exil. Elle les indique, et pour le chercheur aussi, elle est un indicateur. D'abord, la question de la possibilité et l'enjeu d'une histoire universelle. La question est la suivante. Peut-on encore nourrir en toute innocence le projet de faire une histoire universelle? Il y a en effet aujourd'hui un double soupçon massif qui pèse, d'une part, sur l'idée d'universalité, dont les études postcoloniales nous ont montré qu'elle est toujours entachée de partialité, de particularité, et qu'elle recouvre surtout des effets de domination et d'hégémonie. Et puis, d'autre part, sur l'idée même d'histoire, pensée classiquement comme le lieu et le déploiement de la culture humaine, la sortie supposée de notre espèce hors de la nature, mais quand exactement en est-on sorti, et pour entrer dans quoi d'autre? Si on est sorti de l'histoire, de la nature, c'est pour entrer dans quoi d'autre? Le risque, c'est qu'on est toujours dans un cercle, dans ces cas-là, où on définit l'espèce humaine justement par
l'histoire, et l'histoire qui ne serait rien d'autre fondamentalement que l'histoire de l'espèce humaine. Donc on tourne un petit peu en rond. Donc il faut dire que dans le seuil, on peut entendre seuil, l'œil, et pour dire que le seuil appartient au regard de celui qui regarde. Et donc un seuil pensé, c'est ça, c'est-à-dire il est l'effet d'une interprétation, il est l'effet d'une élaboration, éventuellement il est l'effet d'un franchissement qui ne sera compris qu'après coup. On pourrait ici, dans l'aspect temporel, tout à fait souligner l'après-coup qui peut intervenir dans l'élaboration des seuils, et de ce fait, le seuil n'a pas nécessité à être figuré matériellement, ni tracé matériellement. Et donc c'est pour ça que l'aspect du seuil en tant qu'interprété et pensé joue un rôle important, parce qu'il y a du coup beaucoup de seuils qui sont strictement invisibles, indécelables, de manière matérielle, puisque ça peut être des pratiques très complexes, et ça a été dit dans le cours des exposés, ce peuvent être des dispositifs sociaux, politiques, étatiques, et donc seuil est en fait, à mon sens, une idée qui a une très large possibilité d'application, parce que c'est quelque chose qui condense des situations éventuellement très complexes. Oui, je me joins à Carlos évidemment pour vous remercier tous de votre participation, au-delà même, je dirais, de votre engagement sur ces 2 journées effectivement très, très denses. Donc nous allons en effet essayer, c'est évident, d'en laisser une trace, et plus qu'une trace, une construction et une création qui sera mise en ligne sur le site d'Erasmus Expertise. Alors n'allez pas voir demain, parce que demain il n'y aura rien, mais on va essayer de faire au mieux, effectivement, pour non seulement rendre compte, mais véritablement avoir trace de toute la richesse de ces nouvelles expériences qui sont venues s'ajouter aux précédentes et qui participent à la construction de ce programme.